Bien, merci beaucoup pour votre présence, pour cette première session de discussion, de communication sur euh, la démocratie et l'extrême droite. Nous aurons le plaisir d'entendre en premier Frédéric Gontier, qui est professeur à Sciences Po Grenoble, rattaché au laboratoire Pacte, spécialiste des attitudes, opinions et valeurs politiques, et qui a récemment publié avec Élodie Druez, Camille Kelbel, Nona Meyer, Félix Christopher Nostitz et Vincent Tiberi, French Democracy in Distress, Challenges and Opportunities in French Politics, et qui nous présentera un papier publié dans West European Politics cette année même. Et ensuite Nitzan Perelman-Becker, qui est ingénieur de recherche à la NR Choice, autrice d'une thèse en sciences politiques, en sociologie à l'Université Paris-Cité, intitulée Plus l'État est juif, plus il est démocratique, sociologie de la droite nationaliste israélienne, qui a par ailleurs co-réalisé le documentaire pour Arte Israël, les ministres du chaos, et co-dirige le média Yahani, qui nous présentera une communication liée à son sujet de thèse. Nous avons pour 25 minutes grand maximum par participant, participante. Ensuite, une petite discussion de ma part et nous ouvrirons avec grand plaisir à la salle que nous espérons post-digestion, post-prandiale. Frédéric. Merci Emilien pour l'introduction et merci aussi aux organisatrices et aux organisateurs de ce colloque pour l'invitation. Alors le titre qui s'affiche là est, j'espère, assez éloquent. Je vais vous parler de comment les partis de droite radicale populiste utilisent le thème du déficit démocratique et le thème du déficit démocratique, notamment en matière de souveraineté populaire, pour attirer les électeurs. Ce que je vais vous présenter est une tentative de faire le lien entre l'offre politique et la demande politique, ou pour le dire avec les termes du GIS, entre la démocratie par le haut et la démocratie par le bas. Le lien entre offre et demande politique est un lien qui est assez complexe à opérationnaliser, et il est d'autant plus complexe à opérationnaliser quand on cherche à l'opérationnaliser dans une perspective internationale et comparative. C'est cette perspective qui est la mienne et qui implique de mobiliser des mesures que peut-être certaines et certains d'entre vous vont trouver très frustes, très grossières, très agrégées, et des techniques statistiques que les unes et les autres vont peut-être trouver très complexes, voire trop complexes. Donc je m'excuse par avance de la tonalité quantitative, positiviste, diront les esprits chagrins, qui n'est peut-être pas forcément celle que goûte le plus le public du GIS, qui a peut-être une pente davantage qualitative, ou du moins dont le rapport à l'empirie et la façon d'interroger les effets des structures et les liens entre structures et sujets est un peu différente de celle que je vais vous présenter. Et évidemment, je n'ignore pas les limitations et les présupposés épistémologiques et méthodologiques que mon approche affreusement positiviste engage, et dont on pourra reparler dans la discussion. Alors la présentation sera d'un plan assez classique, elle se déroulera en 5 étapes. J'examinerai d'abord comment les partis de droite radicale populiste prétendent représenter la souveraineté populaire et les conséquences de cette revendication sur le système partisan. Je m'appuierai sur un ensemble d'études récentes qui portent sur les conceptions profanes ou les conceptions ordinaires de la démocratie. Cela m'amènera à vous présenter ma question de recherche et mon approche méthodologique. Et ensuite, je mobiliserai un ensemble de modèles pour estimer comment la polarisation partisane au niveau national et les défaillances démocratiques perçues au niveau des individus, comment la polarisation partisane et les défaillances démocratiques perçues se combinent pour façonner le vote populiste. Et très précisément, ce que je vous montrerai, je vais le dire d'emblée pour celles et ceux qui veulent passer en mode sieste, donc ce que je vous montrerai, revenez à la fin, ce que je vous montrerai, c'est que les citoyens qui estiment que la composante populiste de la démocratie n'est pas pleinement réalisés sont plus susceptibles de voter pour les partis populistes de droite radicale lorsqu'il existe une compétition politique forte autour de la souveraineté populaire. Et pour finir, je discuterai, si le temps le permet, quelques implications empiriques de ce propos pour les études sur la déconsolidation et la résilience démocratique. Alors, cette première diapositive, elle vous présente les principaux enseignements de la littérature essentiellement internationale qui interroge aujourd'hui les conceptions profanes ordinaires de la démocratie.
Ce qu'il faut savoir, c'est que dans l'ensemble, ça a été un petit peu évoqué ce matin, dans l'ensemble, les citoyens européens sont plutôt maximalistes. Ils se reconnaissent largement à la fois dans les valeurs socles de la démocratie libérale, donc aussi bien dans ce qui est le pilier électoral représentatif de la démocratie libérale, c'est-à-dire le vote libre avec scrutin qui fait émerger le fait majoritaire et délègue la souveraineté, que dans le pilier plus constitutionnel, libéral, c'est-à-dire l'état de droit, le respect des libertés civiles, le pluralisme, l'indépendance de la justice, etc., et également dans la composante sociale de la démocratie. Donc les citoyens européens sont maximalistes, aussi parce qu'ils expriment un fort attrait pour les formes de démocratie sans intermédiaire, notamment pour le modèle qu'on qualifie couramment de modèle technocratique ou le modèle du gouvernement des experts, dans lequel la conflictualité politique est évaluée, de même que le pluralisme politique. Cela rejoint ce que des chercheurs comme Ebing et Tismors ont appelé la démocratie furtive. L'idée, c'est que les citoyens ne rejettent pas la démocratie en tant que pratique, en tant que principe, mais ils n'aiment pas la politique telle qu'elle se déroule concrètement, d'où l'idée de furtivité, d'où l'idée d'une démocratie la moins visible possible, qui résout les problèmes de manière technicienne et consensuelle, loin des affrontements partisans. Et autre aspect de cette composante maximaliste, on observe également un fort soutien à l'idée d'une démocratie directe, à l'idée que la souveraineté populaire doit s'exercer directement. Alors, ce consensus apparent, il masque toutefois, et c'est ce que plusieurs chercheurs ont objectivé, un certain nombre de divisions. Évidemment, les gens ne sont pas complètement unanimes pour adhérer à toutes ces conceptions-là. Et la conception populiste de la démocratie, l'idée que la volonté du peuple doit prévaloir surtout, elle est plus clivée, elle est moins homogène dans son adhésion que la composante libérale ou que la composante électorale de la démocratie. Alors, on pourra revenir là-dessus sur la discussion, mais on peut en gros avoir deux lectures opposées de ce qu'implique cette conception maximaliste. On peut avoir une lecture optimiste, voir que cette conception extensive de la démocratie est une caractéristique des démocraties matures où les citoyens veulent tout et ne veulent renoncer à rien. On peut aussi avoir une lecture, disons, élitiste, qui me semble être la lecture dominante ou / la lecture des dominants, qui consiste à dire qu'en ayant une conception maximaliste et étendue de la démocratie, les électeurs n'ont rien compris parce qu'il y a des incompatibilités principielles entre ces problèmes et qu'on ne peut pas avoir en même temps tout ça. Vous choisirez la lecture optimiste et la lecture élitiste. La question de la souveraineté populaire, donc là je vais plutôt parler de l'offre politique et de l'offre populiste. La souveraineté populaire est devenue un thème central de l'offre populiste aujourd'hui. Vous connaissez cette histoire. Les partis populistes mobilisent un récit simple mais puissant. L'autorité politique a été confisquée par les élites et doit être restituée au vrai peuple. Cette rhétorique s'appuie sur, pour employer les gros mots de la science politique, s'appuie sur une stratégie d'entrepreneuriat thématique. Les partis de droite radicales populistes cherchent à challenger le statu quo politique en mettant à l'agenda une question qui est délaissée par les partis mainstream, la question du pouvoir du peuple. Et cette compétition politique sur le thème de la souveraineté populaire, elle contribue à accroître la polarisation partisane, c'est-à-dire la structure d'opposition et l'intensité de la structure d'opposition entre partis challengers et partis mainstream, en mettant en scène différentes visions concurrentes de la démocratie, et non seulement en mettant en scène différentes visions concurrentes de la démocratie, mais en chargeant affectivement cette concurrence entre modèles démocratiques. En la chargeant affectivement, c'est-à-dire en instillant l'idée selon laquelle derrière l'opposition entre la démocratie directe et la démocratie électorale, il y aurait d'un côté un nous et un eux, il y aurait une opposition entre le peuple et les élites. Alors, comment est-ce que se fait le lien entre ces conceptions concurrentes de la démocratie et le comportement électoral et le vote? Des recherches récentes ont montré que ce ne sont pas seulement les frustrations économiques ou les insécurités culturelles qui expliquent le vote populiste, mais aussi, voire même surtout, la perception qu'un régime politique ne fonctionne plus démocratiquement. Autrement dit, les citoyens sont sensibles au manquement de la démocratie, au fait que leur voix ne compte pas, et ils ont tendance à se tourner vers les partis qui promettent de rétablir la souveraineté populaire. Ce qui ne veut pas dire qu'il y aurait une fatigue démocratique, ce qui ne veut pas dire que les gens ne voudraient pas de démocratie, mais ce qui veut plutôt dire que les citoyens réclament une autre démocratie qui est populiste sans être forcément illibérale.
Alors, ces écarts de représentation, ils sont souvent plus subjectifs qu'objectifs. Ils reflètent un ressenti plutôt qu'une réalité institutionnelle. Et cela montre deux choses. D'abord que le populisme ou l'attrait de la souveraineté populaire s'enracine dans un registre normatif. C'est une manière alternative de définir ce que devrait être la démocratie. Et ce que ces études montrent, c'est que les citoyens sont sensibles à ce que les partis racontent. Les citoyens réagissent aux signaux des partis, surtout dans des environnements polarisés politiquement. L'idée, elle est assez simple à comprendre. Plus il y a de polarisation politique, plus les partis se bagarrent sur un enjeu, renouveau démocratique, 5e République, 6e République, etc., plus les signaux que les partis vont envoyer vont être distincts les uns des autres, plus les signaux vont être forts, et plus les signaux sont forts, plus les électeurs seront en capacité de les percevoir, de les recevoir, même les électeurs, a priori, les plus distants du politique. Si vous en voulez un exemple concret, vous pouvez en trouver un très récemment dans la forte mobilisation populaire qui a suivi les législatives anticipées, où il y avait une très forte polarisation, notamment sur l'enjeu culturel, entre les partis de gauche et les partis de droite, avec un centre politique relativement absent. Alors, la question qui se pose, et qu'on va se poser ensemble, elle est la suivante. Comment est-ce que cette polarisation partisane sur la souveraineté populaire influence le vote populiste et par quel mécanisme? L'idée que je vous propose, elle est la suivante. Elle peut s'énoncer ainsi. En polarisant sur le thème de la souveraineté populaire, les partis populistes vont mobiliser les citoyens déçus du fonctionnement démocratique. Le mécanisme est assez simple à comprendre. Quand les clivages entre partis se structurent sur la question de la souveraineté populaire, alors les conceptions alternatives de la démocratie, populiste, directe, anti-élitiste, etc., vont devenir plus visibles. Elles vont devenir plus visibles parce qu'il y a des signaux partisans plus nombreux, plus distinctifs, et ces signaux vont résonner avec les électeurs qui identifient un déficit démocratique. Et ces signaux vont donc profiter aux partis qui ont mis les thèmes, en l'occurrence le thème de la souveraineté populaire, à l'agenda. Donc l'idée, pour résumer, elle est que l'offre partisane va rendre saillante une certaine conception de la démocratie et la demande électorale va s'ajuster. Ce qui m'amène à 4 hypothèses suivantes qui sont articulées. La première porte sur l'offre politique. Elle consiste à examiner si les partis, à vérifier que les partis populistes, surtout de droite radicale, s'approprient le terme de la souveraineté populaire comme levier programmatique. Les 3 autres concernent plutôt la demande. La deuxième hypothèse suppose que les citoyens répondent à un déficit perçu de souveraineté en soutenant les partis populistes. Et les 2 dernières hypothèses combinent les niveaux d'analyse et postulent que la polarisation partisane va renforcer le lien entre perception du déficit démocratique et vote populiste, soit directement, par le biais d'un effet modérateur, je reviendrai un petit peu plus loin là-dessus, soit indirectement par le biais d'un effet de médiation. Pour le dire plus simplement, plus la compétition sur la souveraineté populaire est forte, plus les citoyens qui sont sensibles à ce parti vont être incités à voter pour les partis qui s'en réclament. Alors, la première étape, et c'est là où les plus quantophrènes d'entre vous peuvent switcher en mode « je n'écoute plus ». Il y a une formule « mes yeux se ferment ». Vous reviendrez sur la dernière slide si vous voulez. Donc la première étape, elle consiste à mesurer ce que sont les partis populistes. Et il existe certaines nomenclatures internationales qui sont assez peu usitées dans le domaine français. Il existe une liste qui s'appelle The Populist, qui distingue les partis populistes non radicaux, les partis populistes de gauche radicale et les partis populistes de droite radicale. On pourra revenir peut-être sur ces nuances dans le débat politique. Je vous donne quelques éléments, au moins un élément pour comprendre qu'est-ce que ça veut dire qu'être un parti populiste non radical. Les partis populistes non radicaux, ils sont nativistes, ils ont une conception exclusive du peuple, dont nous reparlera Nitzan, mais ils acceptent les règles du jeu démocratique. Alors, pour mesurer les positionnements partisans, on dispose de plusieurs indicateurs, et les chercheurs en sciences politiques disposent d'au moins 4 indicateurs intéressants. On dispose d'un indicateur de positionnement politique, quel poids est donné à un thème dans une plateforme. On dispose d'un indicateur de science politique. Est-ce que ce thème, dans une plateforme politique, est plus important relativement à d'autres thèmes?
Est-ce que le thème de la souveraineté populaire est plus saillant relativement aux enjeux culturels, relativement aux enjeux socio-économiques? On dispose aussi d'un autre indicateur, alors qui est un indicateur d'entrepreneuriat sur enjeu, qui traduit très mal issue entrepreneurship, qui est une notion qui a été mise sur le marché par Catherine De Vries et Sarah Obolt. Alors, je ne vais pas vous faire la formule mathématique, mais retenez l'idée. L'idée d'entrepreneuriat sur enjeu, elle traduit l'importance qu'un parti va attacher à un thème relativement aux autres partis. Est-ce qu'un parti s'engage dans une stratégie d'entrepreneuriat pour prendre le monopole sur un enjeu? Et on dispose enfin d'une dernière mesure qui est la mesure de la polarisation, qui, elle, est une mesure agrégée au niveau des pays, et pas, comme les précédentes, une mesure des positionnements partisans, et qui indique à quel point, dans un pays, les partis ont des positions différentes sur un thème, en l'occurrence le thème de la souveraineté populaire. Alors, ces mesures-là peuvent être trouvées dans un sondage expert qui est couramment utilisé par les chercheurs en sciences politiques, qui s'appelle la CHES, la Chapel Hill Expert Survey. C'est un sondage expert, c'est-à-dire qu'on va demander à, on va dire, une dizaine, parfois un peu plus d'une dizaine de chercheurs en sciences politiques dans un pays de noter les positionnements des partis sur un ensemble d'enjeux. Et en l'occurrence, la Chapel Hill Survey, Expert Survey, documente le positionnement des partis sur l'anti-élitisme à travers la question que vous voyez là. Donc on demande aux chercheurs de positionner chaque parti sur une échelle qui va de 0 à 10, où 0 veut dire elected office holders should make the most important decisions, versus 10, the people, not politicians, should make the most important decisions. Donc c'est un indicateur assez clairement de préférence pour la souveraineté populaire plutôt que d'anti-élitisme. Quand on examine les positionnements des partis, nos hypothèses sont validées. Je peux passer assez vite là-dessus. La petite histoire que raconte cette slide, c'est que les partis de droite radicale populiste sont plus enclins que leurs homologues non populistes, populistes non radicaux et de gauche et populistes de gauche radicale à soutenir la souveraineté populaire, à la mettre en avant. Ils sont aussi plus enclins à adopter une stratégie d'entrepreneuriat thématique sur cette question. Donc la première hypothèse assez élémentaire est validée. La seconde étape consiste à capturer la perception individuelle de la souveraineté populaire et du déficit sur la question de la souveraineté populaire. On peut, l'enquête qui permet de capturer cette mesure-là, la plus adaptée est une enquête qui date un petit peu, qui est la European Social Survey, qui porte sur, dont le module s'appelle Understandings of Democracy, les compréhensions de la démocratie, qui a été réalisée en 2020, c'est la vague 10, et c'est cette vague que je vais utiliser sur une analyse qui porte sur 26 pays d'Europe et dans lequel les Européens se sont vus poser les deux batteries de questions que vous avez là. On a donc deux mesures, une mesure qui permet de mesurer ce que chaque répondant considère comme important pour la démocratie. À partir de trois composantes, est-ce que les personnes trouvent important que les citoyens aient le dernier mot, que les vues des gens ordinaires passent toujours devant les vues des élites politiques et que la volonté du peuple ne puisse pas être arrêtée constitutionnellement ou institutionnellement. Et on a la même batterie de questions qui demande aux répondants s'ils pensent que ces composantes sont effectivement réalisées dans leur pays. Donc on peut comparer les deux et on peut construire un indicateur de déficit démocratique perçu en soustrayant les évaluations aux aspirations. Pour que ce soit un petit peu plus clair, vous avez la distribution de chacun de ces items-là. Donc vous prenez les items A, C et E, vous les additionnez et vous soustrayez l'addition des items B, D et E et F. Et vous avez une mesure de déficit démocratique perçu qui va de moins 10 à plus 10. Plus 10 représente un déficit démocratique absolu en matière de souveraineté populaire, donc des aspirations maximales et des évaluations minimales. 0, c'est le point d'équilibre entre aspiration et évaluation sur la question de la souveraineté populaire. Et moins 10 représente, le cas est très rare, un surplus démocratique perçu absolu. Le patron de réponse dominant, sans surprise, est celui d'un fort déficit démocratique perçu dans la démocratie populiste, ce que reflète la valeur moyenne de 3,4 à l'échelle européenne.
Alors, j'en viens à la modélisation. Le modèle que je vous propose est un modèle multiniveau. La petite musique, pour la faire simple, est que ce sont des modèles qui permettent de combiner deux niveaux d'analyse, un niveau micropolitique des individus et un niveau macropolitique des pays. Au niveau micropolitique, ma variable à expliquer, je mesure l'effet du déficit de souveraineté populaire sur la probabilité de voter populiste. Et au niveau macro-politique, au niveau des pays, j'introduis un indicateur de polarisation du système partisan sur cette question, l'indicateur que je vous ai présenté un petit peu plus haut, qui va refléter la structure de la compétition politique. Et donc, l'interaction entre ces deux niveaux, micro et macro, permet de tester dans quelle mesure le contexte partisan et la polarisation du contexte partisan va amplifier ou atténuer les réactions individuelles à la perception du déficit démocratique et leur impact sur le vote. Je vous épargne les différents contrôles qui ont été introduits dans le modèle. Et le second modèle permet de façon complémentaire à l'effet d'interaction que je viens d'évoquer. Un effet d'interaction, ça mesure ici, en l'occurrence, est-ce qu'il y a plus de votes populistes là où il y a plus de polarisation. En plus de cet effet d'interaction, on peut tester de façon un peu plus complexe ce qu'on appelle un effet de médiation. L'effet de médiation, pour le dire très simplement, ça permet de répondre à une question du type sur 100% de l'effet de la polarisation sur le vote, combien de pourcents passent par la perception d'un déficit démocratique. Donc, combien de pourcents de l'effet de la polarisation sur le vote sont médiés, passent par le déficit démocratique perçu. Donc ça s'apparente un peu à une expérimentation en psychologique où des répondants vont être exposés à un traitement et on va mesurer, on va conceptualiser l'effet du traitement sur une réponse attendue. L'hypothèse ici, en l'occurrence, elle est que l'impact de la polarisation partisane sur le vote populiste est plus significatif lorsqu'il est canalisé, médiatisé par le déficit démocratique perçu. Alors, il me reste 5 minutes, j'en viens au résultat, qui montre que la perception d'un déficit que vous avez en abscisse ici, que la perception d'un déficit de souveraineté populaire a un effet net sur le vote populiste que vous avez le plus en noir sur la diapo, qui est le vote pour les partis de droite radicale populiste, qui s'accroît à mesure que les individus perçoivent un déficit démocratique important sur cette question. Plus les citoyens considèrent que le peuple n'a pas le dernier mot, plus ils sont enclins à soutenir des partis qui promettent de lui rendre le pouvoir. Autrement dit, ce qui est intéressant ici, c'est que le vote populiste ne traduit pas simplement un mécontentement socio-économique ou une frustration culturelle, comme ça a été souvent dit, mais que le vote populiste correspond à une demande démocratique spécifique. Alors cet effet est robuste une fois contrôlé tout un ensemble de facteurs. Cette diapositive, elle introduit la polarisation partisane comme variable de contexte. C'est l'effet de modération dont je parlais tout à l'heure. Et le résultat est conforme à ce qui est attendu. Et il indique que l'effet d'un déficit démocratique perçu sur la souveraineté populaire est plus fort à mesure qu'on va à droite, c'est-à-dire à mesure qu'on vit dans un pays où le débat politique est fortement structuré et de façon conflictuelle autour de la souveraineté populaire. Autrement dit, la compétition entre les partis sur la souveraineté populaire renforce la sensibilité des citoyens aux écarts entre idéaux et pratiques démocratiques, ce qui va accroître leur propension à voter pour un parti de droite radicale populiste. Ce mécanisme illustre assez bien comment la dynamique de l'offre politique alimente la demande démocratique. Et pour finir, cette diapositive illustre le mécanisme de médiation. Je vais vous la résumer très simplement. Plus on vit dans un pays polarisé, plus le déficit démocratique perçu accroît la probabilité d'un vote populiste. Il y a à la fois un effet direct, plus un pays est polarisé, plus il y a de votes populistes, mais il y a aussi un effet indirect. Plus le pays est polarisé sur la question de la souveraineté populaire, plus l'effet de la polarisation sur le vote populiste passe par le déficit démocratique perçu. Dans les pays les plus polarisés, 15% de l'effet de la polarisation sur le vote populiste sont médiatisés par la perception d'un déficit démocratique.
Quelle conclusion peut-on tirer de tout ça à l'heure où on parle beaucoup de fatigue démocratique? Ces résultats montrent que les citoyens ne sont, loin s'en faut, pas du tout fatigués de la démocratie. À la limite, et c'est la thèse qu'on a défendue avec les collègues qu'Emilia a mentionné dans le livre French Democracy in Distress, si fatigue démocratique il y a, c'est une fatigue par en haut et une fatigue des élites qui, je vais le dire en fausse connivence intellectuelle, puisqu'on est entre nous, ce sont les élites politiques qui construisent le narratif de public démocratique, de public fatigué de la démocratie, en miroir à leur propre fatigue démocratique, et pour justifier une demande autoritaire ou un renoncement au principe démocratique qu'ils portent eux-mêmes. Il y a tout un narratif médiatique qui met en scène une montée de l'autoritarisme, une demande d'autoritarisme chez les citoyens ordinaires. Les données objectives n'accréditent pas du tout cette thèse, et du coup on peut se poser la question du à quoi sert cette création fictive d'un public en demande d'autorité, sinon à justifier une forme d'autoritarisme mis en place par le haut au niveau institutionnel. Mais gardez ça entre nous. Donc les citoyens ne sont pas fatigués de la démocratie, loin s'en faut. Ils sont loin d'être indifférents aux tensions qui traversent la démocratie, et les votes reflètent en fait une lecture normative du fonctionnement démocratique. Les citoyens sanctionnent les élites quand ils estiment que la souveraineté populaire n'est pas respectée. Le lien entre perception de déficit et vote populiste est renforcé quand la polarisation politique met au premier plan la question du pouvoir du peuple. Dans les contextes où la souveraineté populaire devient un enjeu partisan, ces contextes sont aussi ceux où la mobilisation populiste est la plus forte. Ça souligne combien la demande de démocratie directe peut être politiquement catalysée par la polarisation partisane. Alors, et je finirai avec ce point, ce résultat invite à une lecture ambivalente. Pour celles et ceux qui veulent aller du côté obscur, ils diront, quand les citoyens ont des conceptions divergentes de la démocratie, ça n'est pas possible, c'est institutionnellement invivable, car cela met les élites politiques au défi de toutes les réaliser, toutes ces conceptions concurrentes de la démocratie. Or, les élites ne peuvent pas les réaliser toutes, et il est impossible dans ces conditions-là de construire un socle commun de légitimation d'un régime démocratique. Ça, c'est le côté obscur. Pour celles et ceux qui veulent être du côté clair, les deux côtés sont évidemment, les fans de Star Wars le savent, interchangeables, on peut basculer d'un côté à l'autre. Donc pour celles et ceux qui sont dans le côté clair, qui peut être aussi obscur, la polarisation politique peut avoir des vertus démocratiques. Elle rend visible des désaccords de fond sur les modèles démocratiques, sur quelle démocratie, comment faire démocratie, de quelle démocratie voulons-nous. Mais ces conceptions divergentes de la démocratie ont des effets positifs parce que ça permet aux citoyens d'avoir une offre électorale suffisamment diversifiée dans laquelle ils vont trouver un parti qui porte la conception qu'ils soutiennent. Donc là, on est plutôt du côté des thèses qui insistent sur les effets vertueux de la polarisation partisane, alors qu'un grand nombre de thèses soutiennent plutôt l'idée selon laquelle la polarisation partisane aurait des effets délétères sur la vie démocratique. Surtout, et ce sera mon dernier point, un grand nombre d'études expliquent que la représentation politique est un horizon indépassable, que les citoyens ont du mal à s'émanciper du modèle de la démocratie électorale en pensant à un au-delà de la représentation. Or, on voit ici comment la demande de démocratie directe peut représenter et est conçue par les individus comme étant une forme de réponse au dysfonctionnement démocratique. Autrement dit, et ce sera vraiment mon dernier mot, le modèle populiste réouvre nos imaginaires démocratiques qui sont trop colonisés par les dimensions électorales et libérales de la démocratie. Et ça peut me permettre un dernier rebond sur ce qui a été dit ce matin, où le registre le registre normatif ou l'appel à la mobilisation autour de la démocratie, il faut tenir à la démocratie, ok, mais à quelle démocratie faut-il tenir? À quelle démocratie tenons-nous?
Merci beaucoup Frédéric pour cette d'abord réconciliation méthodologique que tu as apportée, et puis pour cette belle démonstration du caractère anti-performatif du fameux dernier mot en conférence. Euh, Nous allons pouvoir écouter maintenant Nitzan. Mais non, je rappelle que Frédéric est seul responsable de ses propos tenus à l'égard de nos chères élites. Nous ne voudrions pas les mécontenter. Maintenant, dans un côté, Nitzan, pour sa présentation, Quand le langage démocratique légitime la suprématie juive, étude du discours de la droite israélienne. Nitzan, nous t'écoutons avec plaisir. Oui, je vais parler d'une société qui est peut-être pas fatiguée par la démocratie, mais dont la conception de la démocratie est pas très démocratique. On va voir ça. Donc, vraiment, pour introduire mon sujet que je vais vous présenter aujourd'hui, je vais commencer avec une citation du Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahu, de 2015, où il dit « Israël est un phare de moralité, de liberté et de progrès dans une mer agitée, un avant-poste du monde occidental. C'est pourquoi nous attendons des pays occidentaux qui se tiennent à nos côtés. Nous faisons partie de vous et nous devons nous unir dans la lutte politique et militaire, et j'ajoute également dans la campagne pour la victoire et la vérité. » Pourquoi je commence avec cette citation ? Tout d'abord parce que ça montre un élément très important du discours politique israélien, de l'obsession très importante des dirigeants israéliens à la présentation de l'État d'Israël comme démocratique, mais aussi ce qu'ils demandent par l'évocation de ce caractère dit démocratique de l'État, à savoir ce lien avec les États occidentaux et plus précisément un soutien qui n'est pas que symbolique mais aussi matériel. Et il évoque cette citation dans une période où non seulement beaucoup de chercheurs commencent à décrire ce qui se passe dans le régime israélien comme une régression démocratique. Moi, je le définis autrement parce que je considère, et on va en parler, que le régime israélien n'est pas en démocratie, mais il y a quand même de plus en plus de lois antidémocratiques qui sont promulguées à partir de 2009, date dans laquelle Benjamin Netanyahu reprend le pouvoir. Mais aussi un régime qui s'avère de plus en plus, donc c'était depuis la fondation, mais qui de plus en plus montre de manière très visible en faveur de la colonisation, de l'occupation militaire, etc., sans essayer de le cacher. Donc Luca Tomini a parlé de est-ce que les dirigeants ont intérêt à cacher du coup leurs demandes non démocratiques, et effectivement c'est ce qu'on voit notamment à partir de 2009. Donc moi je parle avec ces citations et avec l'attention que la présentation de l'État d'Israël comme une démocratie créée au sein du discours israélien, mais pas que. Je parle de democratic washing. Donc, c'est un concept que j'ai élaboré pendant ma thèse et qui est l'usage stratégique du langage démocratique pour promouvoir, légitimer ou justifier des politiques contraires aux principes même qu'il évoque. Je vais en parler tout à l'heure de la théorie, mais dans le cas israélien, le décalage entre discours et pratique, ce qu'on appelle découplage, est enraciné dans deux tensions fondatrices du régime israélien. À la fois son caractère ethno-national, c'est un État-nation du peuple juif qui est fondé dès son début sur une distinction structurelle entre juifs et non-juifs, donc à la fois dans les symboles de l'État, mais aussi il y a des lois très clairement qui distinguent entre juifs et non-juifs, les citoyens, mais aussi son caractère colonial dans un paradigme de colonialisme de peuplement, pas colonialisme d'exploitation. Colonialisme de peuplement, c'est quand le colon arrive pour rester, pour remplacer la population autochtone. Et là, c'est, comme dit Ilan Pappé, qui est un historien israélien, il s'agit donc d'un projet national de la fondation de l'État juif qui s'est réalisé en Palestine à travers un processus d'appropriation des terres, mais surtout de l'effacement du peuple autochtone. Et ce qui est intéressant dans la contradiction que c'est créé, c'est que malgré le fait que le caractère colonial et ethno-national du régime israélien soit de plus en plus important, renforcé surtout sous le régime de droite, l'obsession
à l'image démocratique, n'a jamais cessé, mais s'est renforcée. Et ma question centrale, c'était comment la démocratie, comment le democratic washing, permet-il de transformer un vocabulaire qui utilise des principes libéraux de la démocratie, donc on parle de la conception libérale, je vais expliquer pourquoi tout à l'heure, en instrument de légitimation d'un ordre fondé sur la domination coloniale et la hiérarchie ethno-nationale. Pourquoi je choisis d'étudier la droite israélienne? Comme je vous ai dit, il s'agit de deux caractères qui se trouvent au sein du régime de l'État depuis sa fondation, c'est-à-dire depuis la fondation par la gauche sioniste qui a dominé le régime israélien pendant 3 décennies. Mais au sein du discours de la droite israélienne, le democratic washing, encore une fois, l'écart entre discours et pratique est beaucoup plus clair. C'est-à-dire on essaye beaucoup moins de dissimuler et donc on essaye d'avancer des projets beaucoup plus, entre guillemets, antidémocratiques avec un langage qui est démocratique. Et en ce qui concerne ma méthodologie, j'ai étudié dans ma thèse, j'ai 4 corpus de sources différents, mais aujourd'hui, j'ai travaillé pour cet article, pour le colloque, uniquement sur des discours des députés de droite prononcés dans la Knesset, donc le Parlement israélien, depuis 2009. Pourquoi 2009? Encore une fois, parce que depuis 2009, il y a une domination quasi absolue de la droite israélienne, non seulement de l'opinion publique, mais aussi de la scène politique israélienne. Et surtout, il y a une longue série de lois qui sont qualifiées par la recherche comme antidémocratiques, donc notamment qui consolident la suprématie juive, réduisent les voix critiques et affaiblissent les contre-pouvoirs. Donc, le democratic washing, malheureusement, je devrais le présenter rapidement. Moi, je serais ravie de discuter avec vous de ce concept. Comment je l'ai élaboré? À partir des travaux, notamment sur le greenwashing, tout simplement parce que les travaux sur les washing différents, c'est-à-dire le pink washing, blue washing, red washing, sont beaucoup moins présents. Le greenwashing, j'imagine que vous connaissez, mais c'est le fait d'afficher une adhésion à des valeurs écologiques tout en poursuivant des pratiques nuisibles afin de maintenir son fonctionnement de l'entreprise et d'accroître des profits grâce à une légitimité sociale et commerciale. Donc, à la base de ces travaux de greenwashing, je me suis demandé, mais quel est l'objectif de cet écart stratégique entre le discours et la pratique? Et effectivement, exactement comme le greenwashing, c'est l'idée de légitimité. Légitimité, donc je ramène une citation ici, ce qui est en accord avec les normes, les valeurs d'un groupe donné. Ces normes, ça c'est important, traduisent l'ensemble des intérêts institutionnels des forces les plus puissantes du système. Donc, si on parle du plan international, donc de la communauté internationale, bien évidemment, c'est les puissances, du moins jusqu'à il y a quelques décennies, c'est les puissances occidentales qui ont imposé leur vision de la démocratie, la vision libérale qui est devenue hégémonique. Mais ce que j'explique aussi, que c'est non seulement la démocratie libérale s'est imposée à travers la domination des puissances occidentales, mais aussi parce qu'elle est présentée comme une norme morale à travers les droits humains. Et donc, ça associe à la fois l'hégémonie de l'Occident et aussi la perception de ce qui est éthique et moral, d'où sa légitimité. Sur le plan national aussi, ça peut être traduit, cette même légitimité, parce que, bien sûr, évoquer un régime qui défende à la fois la volonté populaire, mais aussi les libertés fondamentales des individus, bien sûr, peut être traduit par la légitimité du régime. Donc, pour faire court, la démocratie de democratic washing, c'est la démocratie libérale. Je suis consciente qu'il s'agit d'une limite de ce concept et qu'il faut aussi l'étudier ailleurs dans des régions du monde où ce n'est pas la démocratie libérale qui fait hégémonie.
Mais dans le cas israélien et aussi dans le cas que je prévois d'étudier dans le futur, pour le moment, je me limite à la démocratie libérale et aussi à la domination du coup de l'ONU au sein du système international qui impose une définition de la démocratie qui place les respects des droits humains, les libertés fondamentales et d'expression en tête des principes de ce qu'est une démocratie. Et donc, ce que j'ai déjà dit, le democratic washing se manifeste quand un discours mobilise un principe démocratique issu de la conception libérale de la démocratie pour légitimer des mesures qui en contredisent les fondements mêmes. Il y a plusieurs cas qui ont déjà été étudiés, que j'ai indiqués ici, mais ce qui m'a embêté avec ces cas, que non seulement on a choisi des pays qui sont largement conçus comme soit autoritaires, ou soit en régression démocratique très, très, très importante, mais aussi on parle de l'appropriation du langage de la démocratie, comme si le langage démocratique appartenait à quelqu'un d'autre et a été approprié par ces acteurs. Et moi, j'avais du mal avec ça parce que j'ai considéré que l'usage du langage démocratique va au-delà de la simple appropriation. Je parle plutôt d'intériorisation de ce que signifie la démocratie et les valeurs qui sont associées à la démocratie. Et donc, les acteurs qui évoquent les principes démocratiques ou même le mot démocratie n'arrivent pas à percevoir les actions qu'ils mettent en place comme contraires à la démocratie, mais plutôt ont une conception spécifique de la démocratie qui correspond à ces actions. Et c'est pour ça que pour moi, une condition préalable à chaque analyse du discours et de l'usage de democratic washing dans un discours, c'est d'abord comprendre comment une société donnée, comment des dirigeants politiques dans un contexte donné conçoivent la démocratie. Et c'est pour ça que ma première étape dans mon analyse, c'est tout d'abord comprendre comment les dirigeants israéliens de droite conçoivent la démocratie. Dans ma thèse, j'analyse 3 conceptions, nationalistes, coloniales et religieuses. Aujourd'hui, je vais présenter la conception coloniale qui est basée sur une citation, pas d'un dirigeant de droite, mais de gauche, Ehud Barak, qui est la villa dans la jungle. La villa dans la jungle, ce que c'est l'État d'Israël se présente comme un État avancé et occidental, représentant de l'Occident, au sein tout simplement d'une jungle, donc un environnement qui est sauvage et menaçant. Et donc, la conception coloniale de la démocratie, pour faire très court, ça veut dire que la domination dans cette zone est présentée comme un moyen de préserver et renforcer la démocratie. Donc, ça rappelle un peu les discours sur les missions civilisatrices. Et ce n'est pas par erreur, il y a les mêmes logiques exactement. Et c'est une vision que ce n'est pas Ehud Barak qui a élaboré cette vision en 1996, quand il prononce cette phrase pour la première fois, mais c'est enraciné dans les écrits des premiers sionistes. Donc là, j'ai donné 2 exemples de Herzl, qui était vraiment le père du sionisme politique, qui parle de avant-poste de la civilisation contre la barbarie, et de Jabotinsky, qui est le père du sionisme de droite, qui dit que l'État juif va repousser les limites morales de l'Europe jusqu'à l'Euphrate. Et donc, le sionisme est présenté par ces penseurs comme le prolongement de l'Occident en Orient, dans le but d'obtenir son soutien à la fois symbolique et matériel. On a vu avec la citation de Netanyahou que la même logique s'applique aujourd'hui, mais aussi le choix de la démocratie comme le régime du nouvel État devient en vraie condition lorsqu'en 1947, l'ONU vote le plan de partage et demande qu'il y ait un État juif et un État arabe qui appliquent le régime démocratique. Et donc, ça devient une condition réelle des puissances occidentales pour soutenir le projet sioniste. Effectivement, dès la déclaration de l'indépendance, les dirigeants du nouvel État définissent l'État d'Israël comme une démocratie, mais pas seulement comme une démocratie libérale.
dans la déclaration d'indépendance, le mot démocratie n'apparaît pas, mais le régime est défini à travers le fait que l'État d'Israël va assurer l'intégrale égalité à tous ses citoyens, les libertés fondamentales, etc. Donc il y a vraiment, avant même le mot démocratie, il y a la conception libérale de ces démocraties. Malgré cette déclaration d'indépendance, il y a en même temps ce qu'on appelle la Nakba, catastrophe en arabe, expulsion massive des Palestiniens, à la fois vers les territoires qu'aujourd'hui sont les territoires palestiniens occupés, mais aussi dans d'autres zones au Moyen-Orient. Et on a aussi les 150 000 Palestiniens qui arrivent à rester au sein des frontières de l'État, qui reçoivent de manière progressive la citoyenneté israélienne, mais qui sont placés sous régime militaire pendant 18 ans. Donc, malgré la déclaration de l'égalité et la liberté, tout de suite, il y a une différenciation entre juifs et non-juifs, et aussi une application notamment sur les autres territoires de la mer au Jourdain, avec une logique coloniale continue et des régimes différenciés selon le statut des Palestiniens, si c'est un citoyen de l'État, si c'est un Palestinien qui vit à Gaza, en Cisjordanie ou à Jérusalem-Est. Encore une fois, comme le souligne Ilan Pappé, ces tensions conduisent la classe politique israélienne très rapidement à développer une habilité remarquable pour naviguer entre ségrégation, oppression, occupation et la prétention que ces réalités n'existaient tout simplement pas. Et donc, comment ces tensions est résolue dans le discours politique israélien, parce que ces tensions à la fois ethno-nationales et coloniales existent toujours, bien évidemment, au sein du régime, et voire sont renforcées. Donc, tout simplement, ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est qu'on conditionne la survie du régime démocratique dans la région, non seulement par l'existence d'un État juif, mais surtout par la capacité de cet État de dominer les Arabes, en particulier les Palestiniens, qui sont décrits comme incapables de démocratie. Et là, j'ai ramené une citation d'une députée du Likoud, Miri Regev, qui parle à une députée palestinienne, du coup citoyen de l'État, en 2017. Elle lui dit « Vous glorifiez la mort plutôt que la vie, contrairement à nous. Avant de venir ici, proférer des absurdités et des mensonges, vous feriez mieux d'apprendre ce qu'est une société démocratique. » Donc, bien évidemment, on voit déjà le « nous » et le « vous ». Ça, c'est peut-être une autre présentation, ce que ça signifie la nation en hébreu, mais que vous comprenez bien que Miri Regev parle des Juifs et elle s'adresse à Hanin Zouabi, palestinienne, pour parler des Palestiniens. Donc, les Palestiniens feraient mieux à apprendre ce qu'est une vraie démocratie. Puis, une autre manière de résoudre ces tensions, tout simplement, pourquoi les Palestiniens ont moins de droits entre la mer et le Jourdain et pourquoi il faut ces dominations? Parce que s'ils sont incapables à la démocratie, ils doivent être aussi exclus du droit d'en jouir, tout simplement. Et donc là, il y a un ancien député d'extrême droite qui dit en mai 2015 « Les Palestiniens sont des animaux humains, ils ne sont pas humains, ils ne méritent pas de vivre. » Bien évidemment, c'est une logique qu'on a entendue très souvent depuis surtout octobre 2023, mais il y avait une recherche en 2010 qui a été publiée qui a montré que l'idée des Palestiniens comme animaux humains a été beaucoup utilisée dans le discours politique israélien et de plus en plus. Et là, c'est vraiment... c'était un lien direct avec le portrait du colonisé de Memmi qui dit que le colonisateur affirme que le colonisé est un arriéré pervers, aux instincts mauvais. Il légitime ainsi sa police et sa juste sévérité. Et dans ce processus, le colonisé est non seulement déshumanisé, il est aussi privé de droit le plus précieux qui est la liberté.
Je vais faire ça rapidement parce que je vois qu'il me reste 6 minutes. Tous ces éléments qui essaient de régler entre la présentation de l'État d'Israël comme une démocratie et sa logique coloniale s'inscrit dans l'idée de démocratie défensive. Et ça, c'est intéressant parce qu'on connaît l'idée de la démocratie combative de l'Allemagne, c'est-à-dire ce qui s'est passé, d'essayer d'empêcher ce qui s'est passé avec les nazis qui ont profité de la démocratie pour arriver au pouvoir et pour détruire du coup la démocratie. En Israël, on applique la même logique, mais comment on l'applique? On décrit les menaces envers les institutions, non pas envers la démocratie même, mais envers le caractère juif de l'État, ce qui justifie, tout comme la démocratie combative, la possibilité de limiter certaines libertés démocratiques pour pouvoir protéger le régime. Donc, le résultat est pareil, mais les logiques initiales sont différentes. Et donc, ça, c'est la conception coloniale de la démocratie. Et j'ai décidé de montrer comment cette conception est instrumentalisée dans 2 cas. Donc, j'ai choisi 2 principes démocratiques, on peut dire comme ça, pour décrire comment on arrive à nuire à ces principes tout en justifiant cela avec la démocratie. Donc, tout d'abord, les libertés fondamentales. Par exemple, comment on justifie la hiérarchie des libertés entre juifs et palestiniens. Et cela s'applique de la mer au Jourdain. Toute cette hiérarchisation des libertés repose sur un registre sécuritaire, encore une fois comme la démocratie défensive. Mais dans ce registre sécuritaire, il y a l'idée de collision de droits, donc qui est une logique qui est appliquée dans des régimes démocratiques de manière assez fréquente pour savoir quel droit prévaut sur l'autre. Mais dans ce système, c'est le droit à la vie des Juifs qui est prioritaire et donc qui justifie toutes les restrictions des libertés des Palestiniens, encore une fois, peu importe où ils sont placés. Et là, j'ai ramené une citation qui était peut-être la plus révélatrice pour cette logique, qui est Itamar Ben-Gvir, aujourd'hui ministre de la Sécurité nationale, qui, en tant que ministre de la Sécurité nationale, dit en 2023 à un journaliste palestinien: « Mon droit, celui de ma femme, de mes enfants, d'utiliser les routes de Judée-Samarie », donc ça c'est l'appellation israélienne et juive à la Cisjordanie, est plus importante que le droit au mouvement des Arabes. Pardon Mohamed, mais c'est la réalité. Mon droit à la vie prime sur leur droit au mouvement. Donc ça, c'est très clair. Et ce que j'ai écrit, ce que j'ai indiqué, c'est que cette logique s'applique aussi bien au territoire occupé, mais aussi dans les frontières de l'État. On le voit avec la restriction de la liberté d'expression, de mouvement et d'association des Palestiniens qui sont citoyens de l'État. Il y a énormément d'exemples aussi depuis le 7 octobre, mais on pourra en parler pendant la discussion si vous le souhaitez. Et j'ai trouvé aussi une logique spécifique aux Palestiniens citoyens de l'État. C'est qu'on ne parle plus du fait que le droit à la vie des Juifs est prioritaire, mais on dit tout simplement que les Palestiniens citoyens de l'État peuvent jouir de toutes leurs libertés fondamentales à condition qu'ils se disent loyaux au caractère juif de l'État. Donc là, j'ai donné deux citations. Je vais lire plutôt la deuxième. « Quiconque souhaite vivre en Israël, un État juif et démocratique, en tant que citoyen jouissant des droits égaux, recevra notre plein soutien. Mais les partisans du terrorisme n'auront pas leur place à la Knesset. » Donc, ce que je n'ai pas expliqué avant de lire cette citation, c'est que le soutien au terrorisme et le fait d'être arabe est constamment mélangé
est utilisé comme un synonyme dans le discours politique israélien. Donc, c'est très clair et c'est ce qu'ils disent aussi, c'est que les Palestiniens qui souhaitent avoir l'intégralité des libertés et des droits doivent tout simplement rester loyaux au caractère juif de l'État. Le deuxième élément, c'est, et je vais finir avec ça, c'est comment justifier qu'au sein de l'État, le système israélien ne promet pas une égalité intégrale à tous ses citoyens, juifs et palestiniens. Donc tout simplement, il faut savoir que cette égalité, ou plutôt cette égalité, cette image d'égalité est souvent, voire très souvent, mobilisée par les députés de droite qui disent ou essaient de délégitimer les demandes d'égalité des Palestiniens par le biais du discours. Donc là, j'ai ramené une citation de Naftali Bennett, qui à l'époque était ministre de l'Éducation, qui dit « Il n'y a pas un matin où vous, donc il parle des députés palestiniens, vous ne réveillez pas en vous disant « Béni sois-tu Dieu de m'avoir fait israélien ». Vous savez très bien qu'il existait un bouton, et s'il existait un bouton vous permettant de vous réveiller en Syrie, au Liban, parmi les réfugiés, en Jordanie, vous ne trouviez nulle part un endroit où vous préfériez vivre plutôt que d'être dans l'État juif. Donc, c'est une égalité qui est présentée comme privilège, qui transforme la citoyenneté israélienne en faveur plutôt qu'un droit. Donc, ça, c'est un élément de l'instrumentalisation de l'égalité. Et j'ai ramené aussi une mesure, donc, et je vais finir vraiment avec ça, sur la loi sur l'État-nation, qui officialise de manière très claire, noir sur blanc, que l'État d'Israël appartient aux Juifs. Seul le peuple juif peut jouir au droit à l'autodétermination. D'ailleurs, sans préciser de quelles frontières on parle. Ça peut être de la mer au Jourdain, ça peut être les frontières officielles de l'État, reconnues du point de vue international. Et comment on justifie donc cette loi? C'est par trois registres principaux. Tout simplement, d'abord, la règle de la majorité. On dit les Juifs représentent la majorité au sein de l'État. Ils ont le droit démocratique de choisir que l'État appartienne à eux. On parle aussi, de manière paradoxale, de la protection des minorités. On dit, OK, les Juifs sont majoritaires dans l'État d'Israël, mais c'est un groupe minoritaire dans le monde. Et donc, en promulguant la loi sur l'État-nation, on protège les droits des minorités. Et puis, il y a aussi cette stratégie de recourir à des affirmations très, très vagues, comme ici, l'État assure déjà l'égalité, donc ce n'est pas grave si on promulgue une loi qui dit que l'État appartient uniquement à ses citoyens juifs. Comme dit Tzipi Hotovely du Likoud, il ne fait aucun doute que la question de l'égalité est inscrite dans les valeurs fondamentales et centrales de cet État. Il y a de l'égalité, personne n'exclut ici les Arabes. Et juste un dernier mot, c'est que le democratic washing, c'est un concept que je commence à développer et surtout que je souhaite appliqué à d'autres cas, notamment à la France et aux États-Unis. Donc, je suis consciente qu'il y a plusieurs limites importantes dans ce concept, mais je pense que ce qui est important avec ce concept, c'est non seulement l'idée de vérifier comment les acteurs, les dirigeants politiques, mais ça peut être aussi d'ailleurs des membres de la société civile, qui utilisent la démocratie pour justifier des actions antidémocratiques, mais aussi comment ils intériorisent la démocratie, leur conception de la démocratie qu'ils appliquent
en faisant cela, et surtout comment la démocratie devient un vrai outil de pouvoir, de domination et d'exclusion qui n'est pas du tout unique au cas israélien. Merci beaucoup. Merci beaucoup, comme quoi même les sociologues maîtrisent la relativité du temps. Je vais essayer de garder cette discussion donc particulièrement concise pour avoir des réponses encore plus concises et sélectives, et surtout pour laisser la place à un minimum de discussion. Ce sont deux présentations un peu difficiles à discuter ensemble. Elles ont quand même des divergences d'approche, de méthodes, de cas assez importantes. Néanmoins, il m'a semblé que quand on regardait le titre de ce colloque, qui est « À quoi tient la démocratie ?», la réponse qu'on pouvait tirer de ces deux études était à pas grand-chose, finalement, que ce soit finalement ces attentes démocratiques qui ne demandent qu'à être finalement activées par ressentiment pour les citoyens, pour amener un vote, que ce soit finalement cet attachement à la démocratie qui peut être subverti par le langage relativement facilement, si on peut dire, avec finalement une impression d'accélération, que ce soit pour l'extrême droite, une accélération en termes de vote importante ces dernières années, pour Fratelli d'Italia, pour le RN, pour le PVV, pour Chega, pour la FD, etc., pour le Reform UK, ou que ce soit avec, depuis notamment le dernier gouvernement Netanyahou, et puis depuis la guerre à Gaza, pour les discours nationalistes, et en même temps sur des phénomènes qui sont aussi de très longue date. L'extrême droite en Europe, ça fait 30-40 ans selon les pays qu'elle existe de manière significative. Les discours de droite nationaliste en Israël, ça fait particulièrement longtemps. Et les deux, en fait, se lient à des formes d'impensés ou d'irrésolus dans les démocraties, que ce soit l'incapacité de la démocratie représentative à durer dans le temps sans susciter trop de frustration, en tout cas à inclure ses propres critiques, et évidemment l'État d'Israël à arriver à mettre ensemble le caractère démocratique et le caractère juif, qui donc lié à une religion et ou un caractère ethnique. Ce sera peut-être une suite de discussion. Et donc pour savoir aussi, question à vous deux, si vous observez ce que j'ai l'impression, une forme d'accélération. Est-ce qu'il y a ces espèces d'effets de seuil où une situation un peu languissante peut, à la faveur de configurations un peu favorables, changer, s'accélérer, ou est-ce que c'est nous qui finalement avons tendance un peu à ne pas voir des phénomènes très anciens et à être surpris de choses qui ne le sont pas tellement? Si je reviens d'un point de vue individuel sur chaque papier, bon, Frédéric m'a pas facilité les choses en me donnant un article déjà publié, puisqu'il est du coup déjà assez carré, donc il a fallu un peu creuser. Bon, j'ai néanmoins quelques petites questions. Une question de quantitativiste du dimanche, pour ça, sur cette fameuse relation que tu montres entre niveau de polarisation et vote pour l'extrême droite. La question que je me posais, c'est est-ce qu'il n'y a pas... Donc, alors, je pense que c'est un des grands mérites du papier d'essayer en fait de démêler des choses qui sont finalement très intriquées. Niveau de polarisation, insatisfaction, vote pour extrême droite. Est-ce qu'il n'y a pas néanmoins une forme de risque d'endogénéité, notamment, je pense, dans ton indicateur de polarisation, il y a le vote pour l'extrême droite, puisque évidemment, si un parti est très très extrême mais ne pèse rien, bon, on peut dire qu'il n'envoie pas de grands signaux aux électeurs. Est-ce que le fait de lier du coup un indicateur où il y a le vote d'extrême droite au fait de voter pour l'extrême droite n'est pas un risque en soi? Bon, effectivement, après, on pourrait aussi discuter le caractère, savoir est-ce qu'on peut tout résoudre par quelque chose qui est assez synchronique finalement. Ces deux, que ce soit étude des partis ou étude des électeurs, c'est des choses qui sont liées de 2019-2020. Est-ce qu'il n'y a pas, à ma connaissance, est-ce qu'il n'y a pas matière à voir pour de prochains travaux? Je pense plutôt à une dimension un peu diachronique. Je sais qu'il y a une vague de l'ESS précédente qui interrogeait aussi la démocratie, et que le CHES pose cette question-là depuis 2002 ou de 99, je ne sais plus, et que par ailleurs il a inclus la question de la science dans sa dernière vague. Donc voilà, qu'est-ce que ça pourrait apporter de plus?
Aussi sur la question de la polarisation, c'est pas vraiment une critique parce qu'en fait elle te concerne pas vraiment, mais on a souvent tendance à pas de polarisation de manière générale pour dire que les partis s'éloignent les uns des autres, en occultant souvent le fait que c'est souvent une partie qui s'extrémise plutôt que l'autre, et notamment souvent plutôt l'extrême droite récemment que l'extrême gauche. Donc, est-ce qu'il y a un côté symétrique? Est-ce qu'il y a un côté dynamique? Est-ce que c'est pas seulement un état de polarisation? Est-ce qu'il y a vraiment une dynamique d'éloignement, d'extrémisation des positions? Quelque chose qui n'est pas non plus un reproche, mais en fait, tu te focalises dans ton analyse causale sur l'extrême droite. Et je me suis dit, en fait, tu montres en fait la relation, donc c'est pas un problème, mais je me dis, c'est que spontanément, on a tendance à voir l'extrême droite comme le débouché naturel du mécontentement et pas l'abstention, même si on voit que dans les systèmes du coup peu polarisés, c'est plutôt l'abstention qui gagne, ou les partis d'extrême gauche, ou de gauche radicale, populiste. Voilà. Et c'est plus une remarque, mais voilà, est-ce que tu avais une raison particulière de pas pas t'éparpiller dans tous les types de partis populistes, mais voilà, c'est aussi une réflexion sur le fait que c'est pourquoi est-ce que c'est à eux que ça bénéficie, si c'est une question de mécontentement démocratique, pourquoi c'est à eux que ça bénéficie. Et enfin, question sur ce qui est véritablement mesuré. Bon, évidemment, là, c'est les critiques adressées au Chess. Moi, j'utilise beaucoup. Je sais aussi, du coup, quelles sont les limites. À quel point est-ce que c'est vraiment une vision populiste de la démocratie, puisqu'il y a à la fois des dimensions quand même anti-élitistes et de demande de démocratie populaire. Et donc, finalement, en fait, la question, c'est sur quoi capitalisent les partis d'extrême droite? Est-ce que c'est vraiment sur des demandes de démocratie directe, sachant que quand on regarde les programmes, en fait, on parle pas mal de référendums, mais il n'y a pas de conception du citoyen en démocratie qui est très développée. Et donc, est-ce que c'est pas quand même une forme d'insatisfaction que les positions populistes retranscrivent, mais sans forcément former un programme de gouvernement auquel on va adhérer? C'est un peu les questions que je me posais. Et sur Nissan, donc, tu avances le concept de democratic washing, qui effectivement, je pense que tu en as conscience, est audacieux parce qu'il part il y a une idée un peu normative derrière, mais ce qui est après tout, je pense qu'on a quand même des conceptions de la démocratie assez bien calibrées pour se permettre ça. Néanmoins, qui ont aussi été forgés dans des sphères militantes à propos d'entreprises. Donc, qu'est-ce que ce déplacement-là vers l'État et vers la démocratie fait au concept? Et évidemment, la question se pose aussi, c'est washing, mais envers qui? On en a un peu parlé à cette pause déjeuner où on a fait en sorte que cette discussion soit tout à fait complaisante. Est-ce que c'est vis-à-vis de ses citoyens ou vis-à-vis de l'étranger? Voilà, quel est l'intérêt finalement de faire croire à ça? Est-ce que c'est pour que d'autres puissent le mobiliser à leur place? Je pense par exemple en France, avec tous les discours sur la fameuse seule démocratie du Moyen-Orient. C'est des questions que je me posais. Aussi, ce qu'on constate en fait rapidement dans ton papier, c'est que la démocratie, c'est presque un mot un peu creux pour ces acteurs-là. Il y a une forme de terme un peu codé. Quand on dit démocratie, on veut dire autre chose. On veut dire État occidental, quelque part, ou dérivé d'occidental, et une vision un peu schmittienne, finalement, des choses, avec une différence ami-ennemi qui est assez importante, avec un ennemi de l'extérieur et de l'intérieur. Donc, quelque part, est-ce que pour eux, c'est vraiment juste un prétexte pour ça? Est-ce qu'il y a une évolution? Parce que par ailleurs, tu parles d'un corpus qui remonte jusqu'à 2009. C'est vrai que dans la communication, on ne voit pas forcément... Par exemple, je ne sais pas s'il y a une périodisation à faire, par exemple, mais je pense que ça serait intéressant de voir l'évolution. Par ailleurs, c'est une communication qui est beaucoup axée sur des questions de discours, de sémantique. Tu as fait une thèse en sociologie, donc je sais que tu as tout le reste à côté. C'est vrai que je me suis dit parfois que peut-être des petits éléments sociobiographiques des acteurs seraient intéressants, tout comme peut-être un peu plus développer sur les contextes d'énonciation de ces discours-là pour comprendre quels sont les usages en fait de ce democratic washing. Par ailleurs, mais ça tu le sais aussi, il y avait en fait énormément d'éléments qui faisaient aussi écho à un contexte européen. Non pas pour tout ramener à l'Europe, mais dans les travaux comme ceux d'Aurélien Mondon, que tu connais, comme ceux d'Émile Chabal sur l'usage de République en France. Il y a des choses où je me suis dit, est-ce que la comparaison, même indirecte, pourrait pas encore pousser plus loin ou permettre de généraliser, puisque je pense que tu as quand même l'ambition
d'exporter un peu, si je puis dire, le concept de democratic washing. Et bon, sachant par ailleurs que tu parles de démocratie combative ou défensive, c'est vrai que bon, en France, on a beaucoup tendance à utiliser le terme de démocratie militante. Et je pense que ce serait intéressant d'aller regarder. Je pense notamment à un numéro en 2023 dans Comparative European Politics sur cette notion de militant democracy qui avance qu'il n'y a pas que l'État en fait qui lutte contre l'extrême droite, il y a aussi des citoyens, des partis, et peut-être que cette instrumentalisation dont tu parles et aussi le fait, pas que de l'État, mais d'associations, etc. Donc il y aurait quelque chose je trouve, en tirer. Et la dernière question, bon, forcément aussi, tu t'es concentré dessus, donc c'est normal, mais c'est quelle est la différence finalement entre ceux dont tu parles de la droite et ceux de la gauche ou du centre? Tu évoques à plusieurs fois l'idée que c'est pas un discours qui est propre uniquement à la droite israélienne, que c'est quelque chose qui... tu as même cité des exemples de politiques de gauche, travaillistes, etc. Bon, finalement, du coup, alors tu dis que c'est ceux qui poussent le plus loin cette logique-là. Est-ce qu'il y a une différence de degré, du coup, de nature avec les autres? Qu'est-ce qui les différencie? Quand on lit ce qu'ils écrivent ou ce qu'ils disent, on se dit, bon, forcément, nous, c'est de l'extrême droite traditionnelle, quoi. Cette idée qu'il y a un ennemi dans une société organique qu'on doit chasser pour être en sécurité. Bon, et du coup, est-ce que ça se joue aussi en termes de qualificatifs, eux, de se revendiquer, comment eux parlent d'eux-mêmes? Est-ce qu'ils sont nationalistes, juste israéliens, de droite, d'extrême droite? Je ne pense pas. Donc voilà, qu'est-ce qui serait... est-ce qu'il y a un combat sur ça? Bon. J'ai posé 25 000 questions, donc maintenant je ne peux évidemment pas vous permettre de répondre à toutes. Néanmoins, vous avez quelques minutes chacun pour revenir sur certains points et évidemment pour laisser le temps qu'il nous reste, sachant que nous avons commencé en retard, donc je compte chaque minute. Voilà, pour les discussions collectives, peut-être Frédéric pour recommencer. Ok, merci pour les questions. Alors je vais essayer de toutes les reprendre et de toutes y répondre et de répondre aux questions que tu n'as pas posées dans les questions que tu as posées, ce qui nous permettra de passer de la maîtrise de la relativité à la maîtrise de la physique quantique. Donc ce sera la question Schrödinger. Je réponds à la question que tu as posée, à la question que tu n'as pas posée en même temps. On va essayer de faire ça. Et donc d'y répondre très vite du coup. Alors, la première question, la moins intéressante sur les biais d'endogénéité, la réponse, on va dire conventionnelle à cette question-là, elle consisterait à dire que les mesures ne se situent pas au même niveau. Certaines mesures sont des mesures agrégées par un sondage expert et du coup elles sont exogènes par rapport à des choses qui sont mesurées au niveau individuel. Et le deuxième élément de réponse technique qui peut être apporté est lié à l'analyse de médiation causale qui justement permet de désintriquer les éventuelles difficultés du biais d'endogénéité. Ensuite, dans les questions que tu poses, une question plus intéressante sur les dynamiques. Alors, je pense qu'il faudrait distinguer les dynamiques de l'attachement à la démocratie en haut et les dynamiques de l'attachement à la démocratie en bas. Et ce qui nous a été montré ce matin, c'est que du point de vue des logiques de déconsolidation démocratique par le haut, par les institutions démocratiques, là, effectivement, il y a une dynamique qui va dans le sens d'une montée de l'autocratisation. Et cette dynamique, elle est très dynamique au sens où ce que la littérature sur le démocratic backsliding met en évidence, c'est qu'il y a rarement de basculement net d'un régime d'un régime démocratique vers un régime autocratique. Mais c'est un ensemble de petites violations démocratiques qui sont souvent inaperçus, mais qui de façon incrémentale vont déterminer une logique de déconsolidation. Donc voilà pour la déconsolidation, la dynamique de la déconsolidation par en haut. Pour ce qui est de la dynamique de la déconsolidation par en bas au niveau des citoyens, et ça sera une manière de répondre à la question sur le SS aussi, là ce qu'on observe, mais de manière assez classique dans les enquêtes internationales, c'est que les systèmes de valeurs, moi ce qui m'intéresse c'est la question des systèmes de valeurs et donc de l'emboîtement de ces différents modèles de démocratie à l'intérieur de préférences articulées qui font système. Ce système de préférence, comme tout système de préférence, il est relativement stable dans le temps, il est relativement structuré, il est enraciné. En revanche, il y a des dynamiques qui sont liées non pas à des
transformation dans le système de valeurs lui-même, mais plutôt au fait que dans le système de valeurs, certains éléments vont venir top of the mind, vont être plus saillants. Et c'est ce que j'essaye de montrer dans le papier, c'est que la polarisation politique joue sur le système de valeurs qui sera stable sur mesure dans le temps, en activant et en rendant saillant quelque chose. Ce qui m'amène à ta question sur pourquoi je dis rien sur les partis populistes de gauche radicale. Parce que s'il y a des choses à en dire, c'est qu'ils perdent la compétition sur cet enjeu. Dans les annexes méthodologiques du papier, j'ai amené cet élément aussi de comparaison pour savoir à qui profite la compétition politique sur l'enjeu de la souveraineté populaire. Le fait est qu'elle profite plus aux partis de droite radicale populiste qu'aux partis de gauche radicale populiste. Pourquoi est-ce que les partis de gauche radicale populiste ne profitent pas de cet enjeu ? Probablement parce que c'est un enjeu qui est plus périphérique pour leur clientèle électorale qu'un ensemble d'autres enjeux, comme l'enjeu économique par exemple. Mais de la même manière que le succès de la droite radicale sur cet enjeu ne tient pas à la centralité de l'enjeu de la souveraineté populaire chez les électeurs de la droite radicale, mais plutôt au fait que ça va se combiner avec un enjeu qui est prioritaire pour eux, qui est l'enjeu culturel. Et donc il faut examiner les combinaisons d'enjeux prioritaires pour arriver à comprendre le succès du ressort de la souveraineté populaire, qui n'est sans doute pas un succès tout seul. Ce qui est une autre manière aussi de répondre à cette question, et le point a été évoqué ce matin, c'est qu'en fait, quand on regarde les programmes des partis populistes sur la question de la souveraineté populaire, ça a été montré notamment par Camille Bedoc ou par des collectifs de chercheurs avec Sergio Guerguina sur lesquels elle a travaillé, c'est que les partis populistes de droite radicale sont super flous sur la question de la démocratie, sur la question des innovations démocratiques. C'est-à-dire leur programme rentre rarement dans le détail des politiques publiques qu'il faudrait concrètement mettre en œuvre pour faire des référendums. Ils parlent même à peine, ce que dit Guerguina, à peine des référendums et des modalités concrètes. Et du coup, la question, c'est pourquoi ils n'en parlent pas. Et la bonne réponse, c'est qu'en fait, ils n'ont pas vraiment besoin d'en parler. Il leur suffit d'envoyer un signal vague pour séduire des électeurs et pour rassurer des électeurs. En revanche, sur d'autres enjeux, sur l'enjeu immigration, par exemple, là, ils vont en parler de manière plus détaillée. Donc, on en revient à cette question de la centralité de l'enjeu. Et donc, la souveraineté populaire a un effet sur le vote populiste, mais ça ne veut pas dire pour autant que cette question-là est centrale dans la structuration des préférences ou le système de valeurs de l'électorat populiste. Ça va ? Voilà. Merci pour ce slam. Nous allons passer à Nitsan. Merci beaucoup pour ces commentaires. Je ne vais pas répondre à tout, mais bien sûr, ça m'aide beaucoup pour améliorer mon texte. Peut-être je vais commencer avec l'idée que la démocratie, dans ses discours, est un peu vide de sens, mais moi, je trouve tout le contraire. C'est-à-dire que quand on commence, j'ai dit, c'est une condition préalable à l'analyse de démocratic washing dans un discours, c'est comprendre la conception que les acteurs donnent au mot démocratie, et c'est ça qui est très intéressant. Effectivement, dans ce papier, j'ai présenté la conception coloniale. Il y a aussi la conception nationale, ou plutôt la démocratie va être synonyme de la nation juive, encore une fois, parce qu'en hébreu et au sein de l'État, la nation est réfléchie en termes ethniques. C'est-à-dire, la preuve la plus simple, c'est que la nation israélienne n'existe pas en soi et que chaque citoyen israélien a une nationalité différente qui est inscrite dans les registres de l'État. Donc, les citoyens sont distingués par nationalité. Il y a aussi la vision religieuse, où là, la démocratie devient un synonyme des valeurs religieuses. Et c'est une vision que j'ai découverte dans mes entretiens que j'ai faits, et où les acteurs décrivent la démocratie comme un produit de la Bible. C'est-à-dire, la Bible a donné la démocratie au monde. Tous les principes démocratiques se trouvent dans la Bible. Et donc, et ça, c'est le titre de ma thèse, plus l'État est juif, plus il est démocratique. Voilà, c'est ça la logique. Donc, je pense au contraire que la démocratie, il faut chercher ce que les acteurs disent quand ils évoquent le mot démocratie. En ce qui concerne le terme de démocratie militante, il me semble en plus qu'il y a un colloque bientôt sur ça. Ça m'intéresse énormément, mais dans la logique que j'ai essayé de présenter, c'est plutôt le fait de justifier
la restriction de la démocratie par la démocratie. Donc, en Allemagne, c'est pour empêcher une montée comme c'était le cas avec les nazis, mais en Israël, c'est empêcher toute atteinte à ce qui est perçu comme atteinte au caractère juif. Et par ailleurs, dans ma thèse, j'étudie 3 types d'acteurs, médiatiques, politiques et de la société civile. Donc, effectivement, tous ces acteurs différents appliquent de la droite, appliquent une même logique. Ça, c'était très intéressant aussi. Et la dernière question à laquelle je vais répondre, c'est effectivement la différence entre la gauche et la droite. Donc, je développe une théorie dans ma thèse sur le spectre sioniste. C'est-à-dire on peut placer tous les groupes sionistes sur le même spectre qui est basé sur des éléments idéologiques communs, mais plus on va à droite, plus la logique de ces éléments nationalistes, religieux, colonialistes sont poussés, sont audibles aussi. Et c'est pour ça que c'était intéressant pour moi d'analyser le democratic washing dans le cas de la droite, parce que c'était très clair. Et c'était intéressant pour moi. C'est intéressant de voir comment le centre-gauche sioniste se définit en ce qui concerne la démocratie. Et en y réfléchissant, je comprends qu'ils se définissent en fonction de la droite. C'est-à-dire, ils considèrent que la droite porte atteinte à la démocratie israélienne. Donc, ils définissent leur vision de la démocratie en contradiction, ou plutôt ce qu'ils veulent comprendre comme en contradiction. Et je peux vous dire aussi et te dire aussi qu'ils sont beaucoup plus rattachés à l'idée de se présenter comme des occidentaux que la droite, où là, les éléments religieux et ethniques sont beaucoup plus importants. Le centre-gauche sioniste se pense comme faisant partie du monde occidental. Donc là, on voit même la conception occidentale même beaucoup plus présente dans nos discours. Mais merci beaucoup, Père Séreux, pour ces questions. Merci beaucoup. Je ne sais pas combien de temps nous laissent les organisatrices. Oui, peu, mais nous attendons les questions avec impatience. C'est toujours timide au début, mais heureusement qu'il y a des courageuses. Bonjour, voilà, j'attaque. Je suis Mélanie Carrère, philosophe consultante sur les questions de participation et de travail social. Ma question, c'était au sujet d'un terme qui a été employé dans la première table ronde ce matin et dans celle-ci, sur les élites. Et je constate là, comme souvent d'ailleurs dans les discours, qu'elles n'avaient pas le même sens. On ne désignait pas la même chose ce matin quand on parlait des élites économiques, et ici à cette table ronde sur des élites peut-être plutôt de l'ordre culturel, en rapport avec les préoccupations justement que vous signaliez. Et ma question, c'était, est-ce que dans vos travaux sur la perception du déficit démocratique, il y a quelque chose qui a été travaillé autour d'essayer de comprendre justement comment sont perçues les élites, quelles sont ces élites justement en fonction des personnes qui vivent qui perçoivent ce déficit démocratique. Alors, dans les travaux quantitatifs que je vous ai présentés ou dans la littérature, élite, ça reste un signifiant vague qui renvoie lato sensu à l'idée des élites politiques, médiatiques, intellectuelles qui sont accaparées le pouvoir, la souveraineté populaire, le pouvoir et les richesses. Donc c'est ce référentiel-là qui est activé à travers les questions sur les élites. Et je pense que dans la table ronde, on a évoqué plutôt la question des élites politiques ou des élites intellectuelles. Après, il y a des travaux extrêmement intéressants. Donc Camille Bedoc, Camille, je rebotte en touche vers toi, excuse-moi, mais c'est pertinent, qui sont très intéressants. Donc des travaux qui questionnent les raisons pour lesquelles les élites politiques acceptent la déconsolidation démocratique. Parce que, de manière assez évidente,
elles vivent la souveraineté populaire, ou même elles perçoivent les innovations démocratiques, plus de participation, plus de délibération, comme une atteinte à leurs prérogatives, une atteinte à leur statut, à leur légitimité, mais aussi ce que la littérature a objectivé en raison d'un ensemble de biais cognitifs qui font que les élites ont une vision parfois fausse, parfois mal renseignée de ce que pensent les individus. Fausse et mal renseignée parce que souvent c'est les sondages d'opinion qui servent de relais, et il y a un ensemble de travaux autour de ce que Tinette Schnatterer et Céline Belot montrent sur ces questions, comment le lien entre population et élite dans la perception des attentes démocratiques est typiquement rempli par des signaux vagues que sont les sondages d'opinion, et des biais cognitifs aussi qui font que les élites, tous bords politiques confondus, ont tendance à percevoir leurs électeurs comme beaucoup plus conservateurs qu'ils ne le sont réellement. Donc les élites pensent, et ça rejoint ce que Nitsan évoquait sur l'idée d'intériorisation, si vous voulez le traduire en langage bourdieusien, vous dites illusio, les élites ont l'illusio de leur champ, selon laquelle les gens seraient beaucoup plus conservateurs, ce qui leur permet de justifier des politiques conservatrices, habiles, et ce qui leur permet, encore plus habiles, de se persuader dans l'idée qu'elles répondent à des attentes populaire. Et donc les travaux de Camille, je finis avec ça, sont encore plus intéressants parce que c'est des travaux qui mettent en regard la perception des élites et les perceptions des citoyens. Et donc on a des travaux en mode enquête miroir qui vont comparer et du coup mesurer les écarts et sur quoi on trouve le plus d'écart entre la perception les conceptions ordinaires et les conceptions élitistes de la démocratie. Oui, Jean-Paul Filliot, Université de Lyon, Centre Max Weber, donc du côté de la sociologie, anthropologie. C'est un peu à voir avec la question qui vient d'être posée, et du coup, j'ai presque pas de questions, donc il se peut que ça raccourcisse du coup le temps de réponse. Ça pourrait être utile pour la fin de la session. C'était par rapport à ce que vous avez parlé tout à l'heure de la connivence intellectuelle sur l'interprétation que vous faisiez de la demande d'autorité par les gens au pouvoir actuellement. Et je trouvais que c'est dommage d'en faire une connivence intellectuelle parce que ça pourrait être présenté comme une interprétation possible d'un point de vue scientifique avec toutes les précautions qu'il faut. Et je trouvais que le concept de democratic washing pouvait très bien aller avec ça. Du coup, ça me permettait peut-être de rétablir un petit peu la dimension scientifique de l'interprétation en question. Et l'autre chose que je voulais dire, qui est une petite gêne que je ressens par rapport à démocratie d'en haut, démocratie d'en bas. Alors je sais que c'est commode, parce que ça nous permet de nous installer un peu sur les hiérarchies institutionnelles notamment. Et puis ce matin, il était aussi question de sous-système démocratique quand on a évoqué. Et je trouve que alors là aussi, je ne sais pas s'il faut insister sur ça, mais ça peut avoir un effet de représentation qui n'est peut-être pas pertinent pour prendre acte de l'état de la démocratie, qui aurait plutôt une forme rhizomatique. Je ne vais pas passer à l'horizontale, comme vertical, horizontal, ça ne marche pas non plus. Oblique non plus, sinusoïdal non plus. Rhizomatique, c'est peut-être ce qu'il y a de plus proche, mais voilà. Sachant que ce n'est pas une réponse à un changement de manière d'en parler. Mais voilà, je ne sais pas trop comment faire avec ce truc-là. Puis ça me rappelle un peu Raffarin. Qu'est-ce que Camille Bedoc peut nous dire France dessus d'en bas. Oui. Alors, donc j'ai effectivement rien à ajouter, sinon pour dire qu'il y a une dimension qu'on n'a pas non plus évoquée, qui est le degré d'institutionnalisation des manières de faire démocratie. C'est-à-dire que, et ça va être évoqué dans d'autres plénières, il y a des formes de démocratie ordinaire, des manières de faire démocratie qui sont très faiblement institutionnalisées. Et là, c'est un autre clivage qui rejoint plus l'idée de rhizome, c'est démocratie sauvage versus démocratie d'élevage, qui est un autre terme qui est souvent employé, alors qui est un mot à la fois écran, même aussi bien que révélateur, mais qui est assez intéressant. Très bien, dans ce cas-là, pour des raisons de temps, nous devons nous arrêter ici. Merci beaucoup pour cette session très riche, en attendant la prochaine sur les innovations démocratiques. Merci beaucoup et bon colloque.